Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, ce lundi matin dans la matinale est Christophe Rondel. Il est secrétaire général de la CFDT Bretagne et il a fait le chemin pour être avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de travail ce matin, on va parler aussi de cette actualité sociale très chargée et j'avais envie de commencer par les bonnes nouvelles pour la CFDT, premier syndicat de France. La CFDT est à la première place des organisations syndicales françaises avec 26,58% des sondages, c'est très précis. J'imagine que c'est un motif de satisfaction. Alors tout à fait, et plus que des sondages, c'est 26,52% des voix des travailleuses. Voilà, c'est moi qui ai dit une bêtise. Des travailleuses et travailleurs, ça veut donc dire qu'on correspond aux attentes des travailleuses et des travailleurs, qu'on répond à leurs besoins, qu'on sait capter leurs demandes et les porter devant les employeurs, qu'ils soient de la fonction publique ou dans le privé, puisqu'on est essentiellement présent dans le privé. Et donc, c'est un niveau de satisfaction. Effectivement, c'est la troisième fois qu'on est reconnu à cette première place. Mais être premier en soi, c'est pas un objectif. C'est surtout de répondre aux attentes des travailleuses et travailleurs. Et pour rappeler, alors on attend les résultats en Bretagne, mais à la dernière mesure de représentativité, la CFDT en Bretagne, c'est 42%. Donc, nettement plus qu'au niveau national. Donc, on a hâte d'avoir nos résultats en territoire. Avec là aussi souvent des interrogations, on se dit mais aujourd'hui les salariés, la vie fait qu'ils ne se syndiquent plus ou ils ne se tournent plus vers les syndicats que lorsqu'ils ont un souci malheureusement dans leur emploi, dans leur travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un ressenti ? Alors il y a une partie de vrai, effectivement. D'une part, il y a une culture du syndicalisme qui n'est pas si développée que ça. La peur de répression, on va dire répression ou de promotion moindre si on se connaît syndiqué au sein de l'entreprise ou au sein d'une administration. Pour autant, nous à la CFDT, on a le plus grand nombre d'adhérents, donc on obtient certes des suffrages, mais on obtient aussi des militants. On a par exemple en ce moment les élections MSA qui vont déterminer les orientations de la MSA et nous avons été la seule organisation syndicale à pouvoir présenter des candidats dans l'ensemble des cantons en Bretagne en nombre. Et donc ça veut donc dire que lorsqu'on sait parler aux travailleuses et travailleurs, on obtient leur confiance et on obtient des adhérents. Donc il faut avoir confiance, il faut agir collectivement. Le sens collectif a un peu perdu chez nous, il est toujours présent. Voilà, on est dans une société qui cultive plutôt l'individualisme, il faut bien le dire. Alors MSA pour nos auditeurs. Mutualité sociale agricole, c'est le régime social des agriculteurs, des salariés agricoles, mais aussi de diverses entreprises, des coopératives agricoles, le Crédit Agricole, Groupama et autres. Et donc, on peut voter par Internet ou par courrier avant le 16 mai pour définir les orientations du régime social agricole et paragricole. Alors, ça ne vous aura pas échappé, Christophe Rondel, nous avons un nouveau pape. Alors vous allez me dire, pourquoi parle-t-on du pape ce matin alors qu'on doit parler quand même plutôt de l'actualité sociale? C'est parce qu'il y a aussi un conclave. Alors c'est pas le même. Moi j'ai envie de parler de conférences plutôt sur les retraites, sur le travail, mais il n'en demeure pas moins que c'est le terme qui a été employé par le Premier ministre. Et là, il faut bien dire qu'il n'y a toujours pas de fumée blanche et que les négociations seraient quand même plutôt au point mort. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus qui se dégage. Il y a même des organisations syndicales qui ont claqué la porte. C'est exact, elles ont fait ce choix-là. Nous, en tant que syndicalistes responsables, on souhaite répondre aux attentes des travailleuses et travailleurs qui se sont mobilisés en 2023 dans les rues contre la réforme des retraites qui s'était mise en place. Et donc, on souhaite aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, eh bien, c'est un peu comme la fumée blanche du pape. Tant qu'elle n'est pas sortie, on ne sait pas. Eh bien, tant qu'on n'est pas arrivé fin juin, on ne sait pas. Il peut toujours y avoir des évolutions des uns et des autres. Nous, depuis le début, on y va convaincus qu'on peut obtenir des choses sur la pénibilité, sur l'égalité des droits femmes-hommes. Donc, ces sujets-là, on souhaite les porter jusqu'au bout, négocier jusqu'au bout. Et c'est à la fin. Effectivement, on verra si on a perdu du temps ou si on a pu faire évoluer nos interlocuteurs. Certes, certains employeurs sont partis, mais certaines organisations syndicales aussi, elles auront peut-être tort. J'espère qu'on aura raison à la fin de ce round de négociations. Alors, les négociations, ça porte sur la réforme des retraites. Ça a beaucoup bloqué sur l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut le remettre en question, cet âge de départ ? Alors l'âge légal, oui, puisque l'âge légal, c'est la date à partir de laquelle on peut partir en retraite. Et certains travailleurs ont largement cotisé
et ne peuvent pas partir tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge légal. Donc il y a tout lieu de rediscuter de cet âge légal. Mais vous avez raison, vous avez parlé de conférence de retraite et du travail, car parler retraite, c'est parler travail, c'est parler conditions de travail, pénibilité. Et on ne peut pas demander à des travailleurs qui ont eu des métiers pénibles d'aller aussi loin dans le temps que d'autres métiers, moi le premier, qui n'ont pas des pénibilités de type porte-charge, vibration et autres éléments qui affectent la santé en finale, hein, donc des travailleuses et travailleurs. Donc l'âge légal, il faut en discuter. C'est normal, et donc il faut convaincre nos interlocuteurs, et d'ailleurs on le voit, les employeurs peuvent pas avoir un double discours, de proposer des départs, voire des licenciements à 58, 59 ans à des travailleurs, et dire il faut travailler jusqu'à 64 ans, alors qu'au sein même des entreprises, ils font tout pour s'en débarrasser, pour des questions de santé, ou pour tout simplement des questions dites économiques. On le voit, nombre de travailleurs sont licenciés beaucoup trop tôt et ça ne choque personne puisqu'ils passent aux allocations chômage en disant ma foi, j'irai jusqu'à la fin de ma retraite comme ça. Et pour autant, c'est un problème puisque c'est un sujet de société. On ne travaille pas assez, c'est pas en quantité, en nombre de travailleurs, on n'est pas assez nombreux à travailler. Chez les jeunes qui ont des difficultés d'accès au marché du travail et chez les seniors qui sont mis à la porte beaucoup trop rapidement. On le voit aussi, l'image de certaines entreprises plutôt à forte valeur ajoutée technologique par exemple, qui ne vont pas faire l'effort d'embaucher des travailleurs seniors parce que ça ne correspond pas forcément à l'idée de dynamisme de l'entreprise. Ça aussi, c'est une forme de discrimination quelque part. Effectivement, d'ailleurs, le rapporteur des droits, la défenseur des droits, avait fait un rapport où le premier critère de discrimination, c'était l'âge. L'âge qui, bien sûr, portant sur les seniors, était discriminant. Des personnes qui quittent l'emploi en deuxième partie de carrière ont beaucoup plus de difficultés que des premières parties de carrière à retrouver un emploi. Et alors, quand on arrive in fine à 4-5 ans de la retraite, c'est très très compliqué. Donc oui, l'âge est un critère. Et c'est bien le souci. Près de 50%, il me semble, des personnes qui arrivent à la retraite et qui ne sont pas en emploi, c'est à cause justement soit d'une question de santé ou d'un licenciement anticipé. Alors vous parliez des femmes tout à l'heure, les femmes ont des carrières parfois plus difficiles, il y a des maternités qui arrivent bien sûr, il y a aussi cette grande discrimination au salaire, on voit que les femmes sont toujours aujourd'hui moins payées que les hommes, alors c'est peut-être pas dans tous les secteurs, mais dans beaucoup de secteurs c'est encore le cas. Là aussi il y a tout un travail syndical à faire, toute une évolution des mentalités à faire bouger. Évolution des mentalités et puis application du droit, puisqu'il y a des règles qui s'appliquent en France depuis très longtemps, mais qui sont applicables en France, mais qui ne sont pas appliquées. Et donc, pour cela, il y a eu un index égalité qui a été mis en œuvre pour essayer de mesurer justement la différence de salaire entre des femmes et des hommes. Et on s'aperçoit que cet index d'égalité, il faut le travailler, il faut aller rechercher des informations, questionner les employeurs, et en grattant bien, on y arrive, et on constate qu'il y a effectivement toujours des écarts qui ne sont pas justifiables. Et donc, il faut réparer d'une part, éviter par la suite. Et donc nous, on accompagne nos équipes justement sur ce sujet en les faisant travailler cet index égalité qui est souvent affiché dans les entreprises comme plutôt bon, plus de 90%, et donc elles s'en font une publicité, mais en grattant, on s'aperçoit que le 90% cache beaucoup d'inégalités. Voilà. Avec aussi les promotions, les carrières, je parlais tout à l'heure de carrières difficiles, parfois plus pour les femmes, on voit quand même en France que les femmes ont plus de mal à accéder à des postes importants, à des hautes responsabilités de direction et autres. Est-ce que là aussi, il faut faire évoluer les choses ? Bien, il y a toujours un débat sur le quota. Est-ce que le quota est discriminant, pas discriminant ? Est-ce qu'il est favorable ou pas ? Or, on s'aperçoit par exemple qu'en politique, s'il n'y avait pas eu de quota, on n'aurait jamais eu autant de femmes députées, même si on n'a pas une égalité parfaite. Donc le principe du quota dans les conseils d'administration est tout à fait favorable parce qu'il amène les mentalités à changer. Nous, à la CFDT, c'est pas une difficulté. Alors aujourd'hui, je suis un homme et j'ai remplacé une femme qui avait remplacé un homme qui avait remplacé une femme. Donc nous, l'alternance femme-homme, on connaît. À la tête de la CFDT, c'est Marie-Lise Léon, c'est la deuxième femme à la CFDT. C'était avant Nicole Notat, première femme élue d'une organisation syndicale. Donc nous, l'égalité, la mixité au sein de nos organisations, on connaît. Et donc, c'est pas une question là c'est des questions de conviction. Voilà.
J'ai envie de revenir sur la réforme des retraites. J'ai envie de dire un gros mot ce matin. En tout cas, c'est considéré par certains comme tel. La retraite par capitalisation. On en parle beaucoup. On l'entend du côté du patronat. On entend quelques voix qui plaident pour cette capitalisation, ou en tout cas une part de capitalisation des retraites. Quelle est la position de la CFDT là-dessus ? Alors, la CFDT défend avant tout le régime par répartition, c'est-à-dire où les gens cotisent aujourd'hui pour payer les retraites des retraités d'aujourd'hui, et c'est les travailleurs de demain qui cotiseront pour payer les retraites de demain. Ça, c'est le régime de répartition. C'est ce qu'on défend. Maintenant, on n'est pas fermé à une évolution du système des retraites. D'ailleurs, il existe déjà, effectivement, dans la fonction publique. Il y a un système que l'on appelle le préfonds, où les agents de la fonction publique cotisent personnellement pour mettre de l'épargne personnelle pour payer une retraite par capitalisation. À titre individuel, les uns ou les autres qui peuvent avoir les moyens de le faire cotisent aussi sur des régimes de retraite supplémentaires qui sont des formes de retraite par capitalisation. Donc, pourquoi pas ouvrir un système de régime de retraite par capitalisation, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga du système des retraites. On reste bien sur un régime de répartition. Il y a 6 milliards à trouver d'ici 2030, mais sur un montant de 400 milliards grossièrement de retraite. Donc 6 par rapport à 400, c'est pas énorme non plus. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Et puis, si les employeurs parlent de régime de retraite par capitalisation, ça veut dire qu'ils sont prêts à financer, parce que la capitalisation, c'est pas à l'initiative uniquement du salarié, ça suppose que les employeurs cotisent. Et donc, s'ils cotisent, eh bien, on lève un tabou. Ça veut dire que les cotisations sociales en France, c'est pas un tabou. Il est légitime de cotiser. Les employeurs, s'ils sont prêts à cotiser pour le régime de retraite supplémentaire, ben, ils sont peut-être prêts à cotiser aussi pour le régime de retraite par capitalisation pour améliorer les ressources. Donc, donnant, allons jusqu'au bout. Vous mettez un montant, peut-être que vous pouvez mettre un autre montant sur la répartition. Donc, en tout cas, ça lève un tabou. Voilà. Voilà, puis on donne peut-être un petit peu de réflexion à ceux qui participent au fameux conclave et qui nous écoutent peut-être ce matin. Allez donc savoir. Christophe Rondel, j'avais envie de vous entendre aussi sur les urgences sociales, parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une précarisation du monde du travail, il y a des difficultés, on a des travailleurs pauvres aujourd'hui en France qui ne peuvent pas se loger, qui ne peuvent pas parfois manger à leur faim. Est-ce que là aussi, c'est une inquiétude qui se fait jour à la CFDT ? Est-ce que voilà, vous avez mis en place des accompagnements, par exemple ? Alors, la question des rémunérations, c'est la question du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, et c'est l'une des préoccupations premières des salariés. Il y a le travail, d'ailleurs on a mis en place un baromètre, on y reviendra peut-être, oui. Mais dans cet état des lieux que l'on connaissait déjà, c'était notamment la question du pouvoir d'achat. Et donc oui, la question de négocier les salaires, de revaloriser les salaires. On l'a bien vu aussi au moment du 1er mai, certains boulangers prétextaient être contraints de fermer le 1er mai et que ça empêchait leurs salariés d'avoir une augmentation salariale en travaillant le 1er mai. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas négocié les classifications dans la boulangerie artisanale. Et que avant de travailler un 1er mai, il y a peut-être lieu de rediscuter des classifications dans la boulangerie pour revaloriser les salaires et permettre aux travailleurs de gagner plus sans forcément travailler le 1er mai. Donc voilà, il faut d'abord discuter salaire, répartition de la valeur. Et donc à la CFDT, on a un régime de solidarité qui peut être mis en place pour des actions, notamment sur le montant de la cotisation. Lorsqu'on est en situation particulière, on peut revoir sa cotisation, bien évidemment. Sinon, on est associé dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre avec le Secours catholique et avec d'autres associations caritatives pour mobiliser les acteurs en soutien. Prendre en compte, souvent on oublie dans les lois, dans les projets de loi, les 10% les plus pauvres. Quel est l'effet de la loi sur les 10% les plus pauvres ? Quelle est la possibilité pour les personnes qui sont les plus pauvres de bénéficier des droits qui sont mis en œuvre ? Souvent, on parle de guichet unique via Internet. Eh bien, les personnes les plus pauvres, ils n'ont peut-être pas forcément accès à Internet ou ils ont des difficultés pour y accéder. Et donc, on est toujours dans la réflexion de si on met en place quelque chose, pensons d'abord aux 10% les plus pauvres. Comment c'est applicable, comment ils peuvent en bénéficier et ensuite apprécier le projet de loi et ses objectifs. Alors il y a aussi la question des travailleurs étrangers, on le dit, il y a une baisse de la natalité, on a un problème démographique dans nos pays européens, ici particulièrement en France, ça a un impact aussi sur le monde du travail, il n'y a pas assez enfin il y a des postes à pourvoir et puis il n'y a pas assez forcément de salariés sur ces postes. Alors on pourra redéfinir avec votre réponse les postes en question, mais on a beaucoup de travailleurs qui arrivent d'autres pays, de gens qui ont envie de construire leur vie tout simplement en France
France. Là aussi, il faut avoir une réflexion en dehors de tout dogme, de toute crispation. Oui, bien sûr, et il est légitime d'accueillir ces travailleuses et travailleurs qui viennent travailler et qui ne prennent le travail de personne, en fait, puisque ce sont des emplois disponibles. Et si on enlève toutes les personnes de nationalité étrangère dans les hôpitaux, déjà l'état des hôpitaux n'est pas bon, il sera encore plus mauvais en les retirant. Donc bien sûr qu'il y a lieu de les accueillir et que actuellement le discours gouvernemental est quand même pas très favorable à ces populations, dans le sens où on leur demande des critères d'intégration que des Français eux-mêmes, nés français sur le territoire français, n'ont pas d'obligation d'avoir de niveau de français ou autre, et ce qui est ubuesque. Et donc la question des travailleurs étrangers est importante. Il n'y a pas pour nous, ce sont des travailleurs et des travailleuses avant tout. Il n'y a pas de question de nationalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'était mobilisé contre la circulaire Retailleau et bien d'autres circulaires sur le sujet des travailleurs, parce que lorsqu'on est à la chaîne ou sur un poste de travail, on est égaux les uns des autres, quelle que soit sa nationalité. Et donc on ne peut pas admettre que, au titre des allocations familiales, au titre de l'accès à la scolarité, l'accès aux soins, alors qu'on fait le même travail, on n'ait pas les mêmes droits. Donc voilà, ça c'est effectivement une revendication forte, une valeur d'égalité à la CFDT très importante. Avec aussi parfois des travailleurs étrangers qui sont sur des postes difficiles. On le voit ici en Bretagne, particulièrement avec l'agroalimentaire qui recrute beaucoup dans cette main-d'œuvre étrangère. Est-ce qu'il faut veiller aussi à ce que les droits des travailleurs soient respectés au même titre justement que les travailleurs français? Alors bien souvent quand ils sont employés directement par les entreprises, leurs droits sont identiques. On a pu avoir des travailleurs détachés à une certaine époque où là leurs droits n'étaient pas identiques. Il fallait lutter contre les fraudes. Il y a une entreprise guingampèse très connue qui faisait du légume, qui contournait les règles et qui a été condamnée à ce titre-là. Et là effectivement il y a tout lieu de les empêcher. Autrement, les travailleurs étrangers, dès lors qu'ils sont employés directement dans l'entreprise, ont les mêmes droits. Néanmoins, il faut veiller à ce qu'il y ait de l'intégration et pas de communautarisme. Il est facile pour des employeurs de les mettre ensemble et éviter qu'ils ne rencontrent les représentants syndicaux. Il y a la barrière de la langue, donc il faut savoir leur parler, d'où l'intérêt d'aller vers eux et d'avoir parmi nous des représentants de diverses nationalités. C'est le cas à la CFDT. C'est aussi effectivement pour eux le risque qu'ils soient licenciés ou qu'on leur demande de réaliser des tâches non respectueuses du droit parce qu'ils ne le connaissent pas. Déjà, un travailleur français a du mal à connaître le code du travail, à connaître la réglementation, donc les travailleurs étrangers encore plus. Donc il faut veiller effectivement à respecter le droit pour eux dans l'entreprise et à l'extérieur. On va parler de ce fascicule que vous avez apporté d'ailleurs, ce petit fascicule qui est paru le 1er mai. La CFDT a donc publié l'état du travail, le baromètre 2025. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est plutôt un état favorable aujourd'hui, le travail en France, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Voilà, je vous demande pas une synthèse en 2 mots quand même. Enfin, c'est pas. Alors, c'est le premier baromètre effectivement qu'on établit dans l'objectif d'en faire paraître un tous les ans. Mais sur le travail, on avait déjà travaillé en 2016 avec Parlons Travail, une grande enquête, la plus grande enquête avec des sociologues sur l'état du travail. Globalement, les Français apprécient leur travail, sont satisfaits de leur travail, sauf qu'ils demandent la reconnaissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Être reconnu dans ce qu'on fait, être reconnu dans la nécessité d'avoir le temps de faire ce que l'on doit faire. C'est souvent le problème, par exemple, dans la santé. Être reconnu aussi au niveau salarial. On a parlé de pouvoir d'achat. En fait, parler travail aujourd'hui, c'est parler de beaucoup de choses. C'est parler retraite, c'est parler pouvoir d'achat, c'est parler pénibilité, c'est parler égalité femmes-hommes. Et donc, aujourd'hui, les Français s'épanouissent au travail, néanmoins demandent à concilier les temps de travail, temps professionnel et temps personnel. Et donc ça, c'est à prendre en compte. Les nouvelles générations encore plus que les anciennes, on va dire. Qui ne travaillent pas pareil, finalement. Qui ne travaillent pas pareil, qui n'ont pas le même sens au travail, ou qui ne donnent pas le même sens au travail. Pour autant, il faut qu'il y ait plus de dialogue social aussi, puisque on s'aperçoit, il y a des sondages qui sont parus et des études sociologiques, que pour les salariés qui ont le moins la voix sur leur travail, c'est des personnes qui votent le plus pour des extrêmes, parce qu'à défaut de pouvoir s'exprimer dans l'entreprise, ils s'expriment dans les urnes pour des extrêmes. Et ça, c'est important de savoir laisser la place
au sein de l'entreprise, au sein des administrations, où là c'est très descendant également, laisser la place à l'expression des salariés pour entendre et construire, de toute façon construire les transitions de demain, puisque on parlait de la météo juste avant, l'évolution du temps, il faut s'en préoccuper dès aujourd'hui, l'évolution des métiers. On a vu divers secteurs de l'automobile, par exemple, qui sont percutés par l'évolution des normes. Eh bien, il faut savoir évoluer, faire de la formation professionnelle, aller vers de nouveaux produits. Et donc, ça suppose d'entendre des travailleurs. Avec aussi des évolutions technologiques, on voit la percée de l'IA dans nombre de domaines, y compris parfois les plus inattendus, avec une crainte. Est-ce que demain l'IA va nous remplacer autant que nous sommes, ou est-ce qu'il faut être très vigilant, est-ce qu'il faut veiller à ce que elle apporte l'aide, mais qu'elle ne nous remplace pas. Exactement, c'est ça. De l'intelligence artificielle, elle est d'abord artificielle avant d'être intelligente. Donc il faut savoir maîtriser ce nouvel outil. Et effectivement, elle ne doit pas remplacer les travailleuses et travailleurs. Elle peut aider sur des détections, aider sur diverses analyses. Mais le mot final doit revenir à des travailleuses et travailleurs. Donc ça doit faire l'objet justement de dialogue social, aussi professionnel. On a pu voir par exemple que dans certaines caisses de sécurité sociale, l'IA amenait à surcontrôler tel ou tel type de population qui était considérée comme plus fraudeuse que d'autres. Eh bien ça, il faut être vigilant des travers de l'IA. Des dérives finalement qu'elle peut induire. Tout à fait. Comme tout nouvel outil... Internet a pu faire craindre des choses. Ça peut aider, ça doit être un facilitateur du travail, mais ça ne doit pas remplacer les travailleuses et travailleurs. Et c'est vrai que dans différents métiers, que ce soit le secteur de la banque ou bien d'autres, l'IA perce de plus en plus. Donc voilà, il faut savoir le maîtriser et en dialoguer avec les entreprises et les employeurs globalement pour maîtriser le sujet, former les travailleuses à ce sujet et comprendre son usage dans l'entreprise. Alors quand on regarde un peu sur les réseaux, alors pas de parole d'évangile sur les réseaux, on l'aura bien compris, mais il y a parfois des réflexions intéressantes et on voit des travailleurs qui s'inquiètent en disant demain peut-être qu'il n'y aura plus de pilotes d'avion ou il n'y aura plus de conducteurs ou de conductrices de train, ce sera l'IA qui pilotera, et d'autres qui disent mais c'est quand même sympa dans certains métiers à risque, des métiers très dangereux, on pourrait avoir un opérateur et un robot piloté par IA, ça éviterait peut-être des accidents du travail. Là, on voit qu'il y a une grande interrogation, une grande inquiétude aussi. Oui, alors vous parlez d'accidents du travail. Hélas, la France est quand même l'un des pays en Europe, le pays en Europe où il y a le plus d'accidents du travail et le plus de morts au travail. Je rebondis sur votre expression. Et donc l'IA, si on attend que l'IA simplifie tout, hélas, il y a beaucoup de travail à faire avant. Près de 3 morts par jour si on compte des accidents de trajet et les suites d'accidents de maladies professionnelles dus au travail. Donc c'est énorme. Alors l'IA, oui, pour être un nouvel outil, oui, si on le maîtrise, oui, si c'est discuté au sein de l'entreprise ou de l'administration, mais non à une IA, on va dire, ultra-libérale ou libéralisée, où on ne maîtrise plus ce qu'elle fait, où on ne maîtrise plus ce qu'elle produit. Donc ça, c'est important. Mais on y est par contre, de façon comme toute évolution professionnelle ou évolution technologique, il faut savoir s'adapter. Voilà, prudence et encadrement et, tout à fait. et vigilance. Il y a aussi, vous avez parlé lâcher le mot libéral, il y a aussi tout un contexte géopolitique avec les États-Unis, la politique très agressive de Donald Trump. Voilà, c'est un peu ma marotte, j'aime bien le placer, Donald Trump. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on voit des questions de droit de douane, même si c'est très fluctuant dans on va dire dans l'approche politique du président américain. Mais on voit aussi une politique très agressive sur l'industrie, sur les services, et puis une Europe en ligne de mire des États-Unis. Ça aussi, ça peut avoir des conséquences dommageables sur le travail, sur l'emploi, sur plus globalement notre économie. Alors effectivement, puisque on n'est pas dans un monde fermé, on travaille avec de l'exportation, donc toute limitation aux exportations françaises affecte l'emploi en France et en Bretagne. Pour autant, ça doit permettre de réfléchir aussi sur c'est quoi l'Europe, c'est quoi la cohésion européenne, c'est quoi l'envie de faire ensemble. On a, alors le contexte veut qu'on a une industrie de l'armement en France qui va bien, mais il y a d'autres pourquoi ne pas construire une industrie de l'armement européenne et donc d'autres sujets comme ça, où on doit pouvoir réindustrialiser l'Europe face à des effets
tels que l'on connaît sur les droits de douane qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur les exportations, je pense dans l'agroalimentaire notamment ou dans d'autres. Voilà. Donc oui, ça doit interroger sur c'est quoi l'Europe et pas moins d'Europe mais plus d'Europe, contrairement à ce que certains souhaiteraient. Voilà. Avec aussi le contexte géopolitique à nos portes, peut-être une sortie de crise en Ukraine et une guerre qui pourrait prendre enfin fin. Voilà, on devrait le savoir jeudi s'il y a une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Ça aussi, ça participe à l'anxiété. On entend les gens quand même prononcer le mot de troisième guerre mondiale aujourd'hui en disant voilà, et une forme de crainte qui amène les gens à se refermer sur eux. Là aussi, c'est dommageable sur ce que pourrait être le travail demain, les investissements, voilà, on a l'impression d'une société qui se ralentit. Alors, effectivement, le contexte de guerre est jamais, on va dire, optimisme. Donc, ça inquiète. Pour autant, nous, à la CFDT, ce qu'on essaye, c'est de faire du collectif et pas de faire de l'individualisme, de réfléchir ensemble, de réfléchir à des perspectives et d'avoir toujours une vision d'avance sur qu'est-ce que peut être le travail demain dans l'entreprise, l'emploi demain dans l'entreprise, si tel ou tel contexte intervenait. Et donc, en se préparant, on accepte beaucoup mieux certaines évolutions, voire on les anticipe, et tant mieux si on peut les anticiper, en s'y préparant qu'en les subissant. Et donc, effectivement, la question de la guerre, alors j'espère aussi qu'on va enfin arriver à la paix, une paix durable, et pas une paix de 30 jours, mais une paix durable, peut affecter le moral, peut affecter les marchés, et donc il faut savoir redonner confiance en donnant des perspectives. Alors, très local, hein. Ça peut être simplement de confirmer que l'entreprise est viable, qu'après avoir fait une étude économique via un expert et éventuellement lors de négociations avec l'appui d'un avocat, eh bien, les militants CFDT redonnent confiance aux travailleuses et travailleurs, déjà au sein de l'entreprise. Parce que si on peut sécuriser l'emploi et si on peut améliorer les conditions de travail, on va dire quand même le quotidien de ces travailleuses et travailleurs va se trouver amélioré naturellement. Et sans doute qu'on y réussit, puisque si je reviens au tout début, première organisation syndicale en France, c'est qu'on obtient cette confiance des travailleuses et travailleurs. Un dernier mot sur le contexte. Il nous reste 2 petites minutes, ça va être très rapide, Christophe Rondel, mais vous avez parlé tout à l'heure des extrêmes qui progressent aussi dans l'entreprise. On le voit, le vote pour le Rassemblement national, ou pour LFI, progresse dans les entreprises. Il y a aussi là une inquiétude, peut-être un dialogue qui ne se fait pas ou qui ne se construit pas. Et puis il y a le contexte général. Ça peut être dommageable si demain on a un président issu, par exemple, du Rassemblement national sur le travail, sur le droit du travail même. Alors sur le droit du travail et sur l'opposition des travailleuses et travailleurs les uns contre les autres en fait. C'est ça. Donc oui, c'est dommageable. Sur le dialogue social dans l'entreprise, on sait que les extrêmes ne sont jamais très favorables à des contre-pouvoirs. Et donc, ils suppriment tous les contre-pouvoirs. Donc, en soi, ce n'est pas de supprimer la CFDT ou pas la CFDT, mais c'est de pouvoir, pour des travailleuses et travailleurs, discuter et agir sur l'emploi. Et on sait que ce type de régime n'est jamais favorable. Donc, il faut être méfiant. Et puis, opposer les travailleuses et travailleurs, quand on se connaît, quand on fait le même travail, il n'y a pas de raison de s'opposer les uns les autres. Donc, on doit plutôt agir pour faire comprendre des dangers, effectivement, de l'arrivée spécialement d'extrême droite, parce que c'est celle-là qui est la plus proche du pouvoir, des dangers sur le monde du travail, sur le droit du travail. Donc oui, il faut... Et puis, ils ont un discours aujourd'hui très enjoliveur. J'allais le dire, il y a un discours social aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, mais sur la retraite, ils promettent monts et merveilles, mais faut voir, une fois au pouvoir, comme beaucoup, eh bien, ils remettent en cause souvent les promesses qu'ils formulent. Donc oui, il faut être vigilant. On essaye d'agir à notre juste mesure d'organisation syndicale. Christophe Rondel était avec nous ce matin. Christophe Rondel est secrétaire général de la CFDT Bretagne. Voilà, on a balayé un petit peu toute cette actualité sociale et vous reviendrez parce que voilà, on espère une fumée blanche. Hein. Ceux qui nous ont suivis au début comprendront. Merci infiniment Christophe Rondel, très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.